Tic tac tac tac. J'ai pas fait de. J'aurais dû faire une espèce Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, le micro marche, la caméra marche. Je sais pas s'il y a du monde qui est connecté. Bonsoir, Hypnor. Toujours là, Hypnor. Bonsoir à toi. Merci d'être là. Merci d'être toujours présent de façon régulière sur ces lives. Twitch. J'arrête pas d'enchaîner parce que je viens d'arrêter un Twitch sur le site de Challenge. Je n'arrête pas. On va accueillir dans quelques minutes, salut aux auditeurs, à Gotham. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ipia 348, Bougou. On va accueillir Thibaut Leplat dans quelques instants. J'ai commencé là, il y a 57, mais je lui ai dit de venir à 19h, donc il va venir quand il arrivera. On va parler beaucoup de choses. On va parler beaucoup de choses, mais en une heure seulement, malheureusement ou pas. Mais à 20h, je devrais vous quitter. Ouais, puis non, l'after ce soir, c'est très intéressant. Ah ouais, c'est vrai. Putain, c'est vrai. Oh, en plus, j'y pense depuis hier et j'en parlais avec Daniel. J'en parle depuis 2 jours. En fait, j'ai dit oui, il y a une soirée ce soir. Ah mais non, je vais pas venir. Je vais écouter l'after. J'ai pas envie d'écouter en podcast, c'est du direct qu'il faut que j'écoute là. Parce qu'on m'a dit ouais, viens, nani nana, c'est la fin du couvre-feu. Enfin, c'est couvre-feu à 23h. Viens. Mince. J'y ai même pas pensé. Depuis hier, j'en parle avec Daniel. On réfléchit à des questions, on dit des trucs. À côté, j'ai une conversation WhatsApp et je dis ouais, soirée ce soir, ok, je viens. Et j'ai même pas fait le lien entre les deux. Je suis teubé. Vas-y, achat, le dilemme. Vous pensez qu'il va arriver Il faut que je demande à Daniel à quelle heure il va arriver, si c'est 21h ou 20h. Ah merde. Ah le con. Non, j'interviens pas. Non, c'était que du en coulisses. Que du en coulisses. En gros, on a discuté, comme je fais assez souvent avec Daniel, de ce qu'il pourrait se dire. Parce que, en fait, je me suis rendu compte en faisant le live tout à l'heure, je sais pas s'il y en avait qui ont écouté le live d'il y a une demi-heure de challenge avec Pascal Boniface, le live Twitch. Et en fait, le journaliste qui présentait le live, il nous a dit que en fait, Maxime Sada, intervenait aussi demain dans le magazine Challenge, magazine économique. Je sais pas si c'est un hebdo ou un mensuel. Donc en fait, il est en campagne médiatique, Sada. Il est en campagne médiatique et il va parler ce soir dans l'after et demain dans Challenge. Donc il va, bon, il semblerait qu'il dise des choses que nous sachions déjà. Salut Raziel. Alors, Hostler, il faut que je vous dise la vérité, il faut que je dise la vérité par rapport à ça. Je crois que je reçois par jour une cinquantaine, non, c'est trop prétentieux de ma part. En une semaine, je dois recevoir une bonne vingtaine, trentaine de demandes et je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé. Je fais déjà. Je mets la priorité pour mes étudiants de la SMS, bien évidemment, mais ensuite, j'essaie de répondre au plus grand nombre, mais contacte-moi par mail, mais je ne sais pas si je pourrais te répondre, si j'aurai le temps de te répondre. Il y a Thibaut qui est arrivé, donc je l'accueille. Hop, Thibaut. Bonsoir tout le monde. Le plat, ici présent, le grand. Ladies and gentlemen. This is Thibaut le plat. Alors, je voulais faire de la... The Flat, Mr. The Flat. Yeah! Je voulais faire un peu de pub, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai plusieurs de tes bouquins, mais la plupart sont à Saint-Malo, en Bretagne. Et ici, à Paris, j'ai Football à la française. Oh, c'est très bien, c'est le principal. Hein. Très bon livre que je recommande. D'ailleurs, vous voyez, quand on voit qu'il y a des pages qui sont écornées, bon, là, on ne voit pas la caméra, mais il y a des pages qui sont écornées avec des... Le mec prend des notes en plus. Il prend des notes. Ouais, là, je ne sais pas si on voit, là. Regarde, attends, on ne voit rien, non, on voit pas. Si, on voit, ouais, il a pris des notes, c'est bien. Voilà. Très bon livre. Très bon livre que je recommande, mais je sais qu'à Saint-Malo, j'ai ton bouquin sur le PSG, le beau livre que tu avais fait sur le PSG. Je suis à 2 doigts de l'Encyclopédia Universalis, là, avec tous les volumes. Oui.
On n'est pas loin. Et j'ai aussi j'ai la bio de, je sais plus si c'est Mourinho, enfin non, je crois que j'ai les deux, Mourinho et Guardiola. Ouais, très bien. Chez Ego Sport et ici à Paris, donc j'ai Football à la Et tu les as tous achetés? Tu les as tous achetés ou on te les a envoyés? Alors, à vous, dis la vérité. Disons les choses, la vérité. Le bouquin sur le PSG, je l'ai acheté parce que c'était un cadeau pour ma petite sœur. D'ailleurs, tu l'as plus cher. C'est d'ailleurs, ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le plus cher. Donc, tu l'as dédicacé pour ma sœur, fan du PSG. Donc, je l'ai acheté et c'est le plus cher, mais je l'ai acheté. Le bouquin. Je dis c'est le plus cher, mais c'est aussi celui que j'ai le plus vendu, tu vois. Donc, c'est comme quoi. J'y ai contribué. Le football à la française, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Merci. Mais les deux bios, Mourinho et Guardiola, je crois que c'est Hugo Sport qui me les a envoyés. Ça arrive. Tu as de la chance, c'est que tu es dans la Golden List. Je suis dans la Golden List et j'étais très content et très fier de recevoir ces deux bons ouvrages. Et j'ai aussi la revue de l'After qu'on ne présente plus, dans laquelle tu as contribué. Donc, tu as fait un article sur l'histoire du football et sa professionnalisation et surtout, il est tout aussi important, un très bonne interview de Javier Tebas. Qui, pour ceux qui ne l'ont pas déjà lu, que je vous recommande parce qu'il dit des choses très intéressantes. Parfois, on devrait s'en inspirer. Certains critiquent le personnage Tebas en France, notamment ce qu'il peut dire contre le PSG, mais finalement, je me rends compte que c'est une personne qui, je la connais pas, mais m'a l'air très pertinente et très intelligente sur sa vision qu'il a du football d'aujourd'hui et comment réfléchir au football de demain. C'était un peu d'ailleurs la surprise de cette interview. Mais d'ailleurs, comment tu as fait, si je veux un peu les coulisses ou le making-of de l'interview? C'est-à-dire que comme je collabore pas mal avec El País, ça m'a permis d'aller plus vite pour ce genre de personnage. Donc, je l'ai contacté, en fait, j'avais son numéro, je l'ai appelé. Direct? T'avais son 06, tu l'as appelé? Ouais, mais tu sais, comme j'ai longtemps été en Espagne, moi, donc oui. Non, bien sûr, mais moi, par exemple, si j'ai le numéro de La Brune, je me vois pas l'appeler en modèle La Brune. Ça dépend en fait. Ça dépend des gens, ça dépend de toi s'ils te connaissent, de la part de qui tu appelles. Enfin, et te connaissais, Javier? Non, mais par contre, on a des personnes en commun. Donc, il y a des personnes qui vont dire lui, il est crédible, tu peux y aller, etc. D'accord. C'est le travail de journaliste, en fait, c'est ça. Ça prend du temps. Avoir un numéro, ça suffit pas, en fait. Il suffisait d'avoir des numéros. C'est tellement facile. C'est un ensemble de choses. Donc, maintenant, ça fait quand même plus de 10 ans que je fais ça. Donc, au bout d'un moment, surtout sur l'Espagne, ça me permet juste d'aller plus vite, en fait. Alors, on va s'organiser, on va faire ça. Alors, d'habitude, c'est pas du tout travaillé. J'ai pas de conducteur, j'ai pas de choses à dire ou de sujet. C'est vraiment la discussion à la bonne franquette. Je t'ai déjà dit, c'est ce que je disais tout à l'heure avant que tu arrives. En fait, il y a plein de choses qui vont arriver parce que tu as vu que Maxime Sada parle ce soir dans l'after. Tu y étais d'ailleurs toute la semaine dernière, mardi, mercredi dernier, je crois. J'y retourne en juillet aussi. Tu y retournes en juillet. Une semaine. Et une semaine entière en plus. Tu fais la semaine complète, très bien. Juste après l'Euro. Si je suis à Paris à ce moment-là, c'est quand en juillet? C'est la semaine du 14 juillet, c'est 12, 13, 14, 15. Voilà. Et je serai malheureusement. C'est une excuse que j'y retournerai régulièrement à l'after parce que les auditeurs ont été vraiment très gentils avec moi. C'était très bien passé et du coup, ça a convaincu Gilbert et Daniel de me faire venir plus souvent. Donc voilà, j'y retournerai plus souvent. Très bien. Alors là, en juillet, je ne serai pas là. Moi, je ne pourrai pas te croiser à Paris. Tu seras à Saint-Malo. Je serai à Pau. Non, je serai à Pau. On part faire, je crois, à côté de Pau, parce que on part faire une randonnée dans la région. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai tout délégué. Je me suis occupé de rien. La rando, c'est un peu un sport d'économiste. C'est ce genre de. Alors, figure-toi, oui. J'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup. Là, je d'économistes, de profs un peu aussi. Mais c'est vrai ce que tu dis. Je ne sais pas s'il y a une explication, mais c'est vrai que. C'est le principe d'utilité, quoi. Tu vois, tu prends le grand air pour pas très cher. En même temps, tu vois des beaux paysages. Finalement, tu fais un calcul. Tu n'es pas dans une dépense t'es une dépense d'énergie, mais qui pourrait une dépense financière finalement minime. Donc, c'est le meilleur coup d'opportunité, c'est effectivement la rando. Voilà. On est en plein dans l'utilitarisme. Là. Vraiment, les économistes ont été totalement aliénés par l'utilitarisme de Bentham. Donc, tu reviens à l'after en juillet. Donc, je disais ça parce que l'after dont Maxime Sada parle ce soir, moi, comme un con, j'ai organisé en même temps, parce que j'en parlais avec Daniel hier et aujourd'hui. Comme il y a Maxime Sada, président de Canal, qui vient, il m'a demandé si j'avais pas des questions en tête et des choses
à dire ou à relever. Donc, je l'ai un peu aidé pour l'interview. Et en même temps, alors que je parle à Daniel, à côté, sur une autre discussion WhatsApp, j'ai organisé ma soirée de ce soir. Et j'ai avec des potes, je suis censé partir à 21h en soirée, puisque c'est la fin du couvre-feu jusqu'à 23h. Comme un con, j'ai même pas associé les deux, en fait. Oui, bah bon, tu as le droit d'avoir une vie sociale. Hein. Bien sûr, mais j'aurais bien aimé parce qu'en gros, Sada, donc j'ai aussi appris, on pourra en parler, et on pourra faire le. Il va rien dire, hein, je te dis. Alors, il va rien dire. Il va dire. Il est en campagne médiatique. Oui, voilà. Il est en campagne médiatique parce il va expliquer que la Ligue, les méchants, c'est la Ligue et qu'eux, ils sont là pour valoriser le produit, etc. Je ne connais pas. Je n'ai pas par cœur le refrain. Alors, donc je disais campagne médiatique parce qu'il parle ce soir dans l'After et demain dans Challenge. Il fait une interview aussi dans Challenge. J'ai eu des échos dans Challenge comme quoi il allait non pas préciser des choses, dire, officialiser des choses, mais en tout cas, voilà, il va donner son avis, comme tu l'as dit, sur ce qu'est la Ligue, ce que fait la Ligue et ce qu'elle fait contre Canal+. Tout ça me permet en fait de faire la transition avec ton interview de Tebas et finalement ton opinion, toi, sur ce que va devenir et ce que devient et comment se présente le foot français. Parce que je fais le parallèle avec Tebas, très rapidement, dans ton interview de Javier Tebas, ce dernier explique qu'il faut, et je pense qu'il a totalement raison, il faut que les gens de la Ligue comprennent et intègrent l'idée que les diffuseurs doivent aussi être respectés parce que ce sont eux qui participent à la visibilité et à la compétitivité finalement du championnat. Et partir en permanence dans une idée de concurrence, de course effrénée, de course à l'armement, d'opposition, de combat, de contact, d'affrontement contre le potentiel diffuseur qui sera en plus le principal contributeur économique et financier, c'est partir d'avance avec un handicap. Alors que Tebas, à l'inverse, lui, il se met d'accord, il négocie et il s'entend bien avec les diffuseurs pour trouver d'ailleurs des accords de renégociation pendant la crise économique, pour alléger les contrats en temps de crise et de pandémie, mais en tout cas pour respecter le diffuseur qui est le principal contributeur économique et populaire du championnat. Chose que ne fait pas la Ligue, j'ai le sentiment. Oui, mais il le fait parce que d'un autre côté, il lui-même donne des garanties auprès du diffuseur, à savoir un contrôle économique assez strict de la Liga, peut-être beaucoup plus strict que celui de la DNCG, vraiment contraignant, qui est inspiré de la DNCG, mais qui a une valeur un peu plus contraignante que la DNCG. Et donc, ça donne un certain nombre de contrôles, surtout sur le contrôle de la masse salariale. Ça donne des garanties auprès des diffuseurs de ne pas payer un surprix ou de pas pousser la valorisation de la Liga à des sommets qui seraient insoutenables en fait pour un diffuseur. Donc tout ça vient. Pourquoi c'est intéressant ce que dit Tebas? Parce que Tebas, finalement, ce qu'il dit, alors c'est avec sa manière de le dire et avec son côté un peu provocateur, parce qu'il c'était un ancien avocat, avec sa gouaille, etc. Il dit une chose intéressante finalement, et il l'incarne très bien, c'est que la Liga a une stratégie. La Liga a un plan de développement, pardon, a une stratégie de développement, de valorisation, sait combien elle vaut, sait combien elle peut se vendre, elle sait combien elle ne peut pas se vendre, et elle sait quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. Et là-dessus, Tebas, c'est ce qui lui donne cette autorité, c'est que Tebas connaît très bien le football espagnol. Il connaît très bien les clubs, il connaît très bien les dirigeants de clubs, il s'entend très mal avec certains, très bien avec d'autres, mais c'est quelqu'un qui a une connaissance profonde du football espagnol, qui est à la tête d'une organisation privée dont le métier est d'organiser une compétition. Pas simplement le métier, c'est pas d'organiser des réunions avec des présidents de clubs. Ça, c'est le métier de Vincent Labrune. Le métier de Javier Tebas, c'est d'organiser, un peu comme un comité olympique international qui organise une grande compétition. Eux, leur métier, c'est d'organiser une compétition et de la valoriser. C'est un vrai métier. C'est pas. On a l'impression, nous, que c'est quelque chose de secondaire par rapport à la décision. Le plus important, c'est cette réunion des chefs à demi secrète, dont on ne sait pas trop véritablement les tenants et les aboutissants, qui se passe dans des couloirs obscurs. Il y a toute une mise en scène du secret. On a l'impression d'être à la cour de Louis XIV. Vraiment, il y a une espèce de
oui, c'est ça, de secrétisme quoi, du pouvoir. À la Liga, ça se passe pas du tout comme ça. C'est une institution qui essaye d'être le plus transparente possible, qui émet des rapports régulièrement. Mais ça, c'est dans les statuts ou oui, c'est dans les statuts. C'est publié. Non, c'est publié sur le site internet de la Liga professionnelle, qui organise à la réunion à laquelle tu as participé toi la semaine dernière. Moi, j'ai pas pu y participer, mais qui organise régulièrement des réunions, des conférences de presse, qui ont un service de presse très actif, qui ils inondent de documentation. Moi, j'ai reçu plein de documentation et qui fournit une littérature très très importante sur la Liga. Mais ça, c'est finalement assez récent. Ça date de 2008-2010, qui est la grande réforme. Ce moment, la grande réforme. Ce que tu expliquais, c'est Alors, et là, on pourrait y venir sur ce débat avec la crise actuelle. Ce que tu expliquais, c'est que la crise des subprimes en Espagne en 2008 a accéléré la nécessité de changement et de réforme du foot espagnol. Y compris dans son organisation. À marche forcée, pas du tout par appétit de vertu, ni par, par une espèce de soudaine conversion à l'austérité économique, pas du tout. Simplement, il y avait 35 clubs en cessation de paiement sous administration judiciaire, et donc l'administration judiciaire, les administrateurs qui ont été nommés, dont Tebas faisait partie, ont décidé d'obéir à un principe de rationalité économique, tout simplement. C'est-à-dire que tu ne peux pas dépenser plus que tu gagnes, et ta masse salariale doit être contrôlée, en prenant en compte les spécificités du sport de haut niveau, mais ta masse salariale doit être contrôlée. Donc, il a fallu d'abord régler un arriéré d'impôts qui atteignait quasiment 1 milliard d'euros, et ensuite réorganiser les finances des clubs au profit d'une économie viable. Mais est-ce que tu penses que la crise actuelle en France permettra d'aboutir à ce genre de situation où tu as plutôt l'impression que les clubs français... Il y a une spécificité française qui est la spécificité administrative institutionnelle que n'a pas l'Espagne. L'Espagne a d'autres spécificités, mais a un sens de l'autonomie de l'organisation, si je puis dire. C'est une société qui fonctionne très bien sans État. La France n'est pas du tout le cas. La France a besoin d'État. Moi, je pense qu'en France, il faudrait qu'on puisse avoir un médiateur qui puisse intervenir entre, d'un côté, la Ligue et de l'autre côté, le diffuseur. On n'arrive pas en France à organiser, c'est-à-dire de manière spontanée, ce type de négociation. On a besoin d'autorités administratives, on a besoin de représentants de l'État, on a besoin de représentants de l'intérêt général. Moi, je pense que c'est le rôle de la fédération de faire ça, de s'intégrer véritablement à la négociation autrement que par une simple délégation. Si tu espères que des gens à la fédération... Je ne parle pas de ces gens-là. On parle strictement de structure administrative. En termes de structure administrative, ça serait l'idéal. Ou alors, effectivement, un ministère des Sports, quelqu'un qui représente l'intérêt général. Ce qui est très important pour nous, Français, c'est qu'on ait un représentant de l'intérêt général, qui ne soit pas celui qui donne le dernier mot, mais celui qui soit capable de rassembler un certain nombre de postures et de défendre celui qu'on ne défend jamais dans ces négociations-là, à savoir l'amateur de football. Ouais. Le supporter, le fan payant. On va dire le consommateur. Oui, le consommateur, clairement. Voilà. On ne le défend jamais, personne n'en parle jamais. L'intérêt du consommateur, c'est de payer le moins possible pour avoir le meilleur produit possible. Ce qui d'ailleurs est très intéressant, c'est qu'on l'entend jamais et qu'il ne participe jamais à la table de négociation. Pourtant, c'est lui finalement qui tire les ficelles, parce que si demain personne ne s'abonne, on l'a vu avec Mediapro Téléfoot, personne ne s'abonne. Surtout que c'est des choses qu'on sait généralement très bien, on est capable de les mesurer. L'affaire Mediapro, on l'a vu arriver 6 mois avant. Et même 2 ans avant. En 2018, quand on l'a annoncé, peu de gens croyaient à ce qu'une chaîne soit capable d'avoir 3,5 millions d'abonnés à 25 € par mois. Bien sûr. Il y a juste les dirigeants, dont Guillaume et tous les autres, qui étaient persuadés que ça allait fonctionner. Mais bon, ça, on va pas y revenir. Je vois les questions il y a 2 questions sur le service public du football. Sur la diffusion Alors, j'imagine que ça porte sur la diffusion gratuite ou sur le service public des matchs de football. À mon sens, c'est 2 questions différentes, parce qu'on est sur la question de la visibilité, de la médiatisation du football sur des chaînes payantes à péage ou sur des chaînes gratuites en clair, et la question de la nationalisation ou d'un service public du football. Cette histoire de nationalisation du service public du football, moi, j'y crois pas un seul instant. L'Argentine l'a fait, c'était une catastrophe. Ouais. C'est pas, la fonction de l'État, c'est pas d'organiser une compétition de football. Il y a des gens dont c'est le métier, il y a des entreprises dont c'est le métier. Il faut qu'une compétition soit rentable, il faut qu'elle soit économiquement viable et autonome de la force publique. L'argent public ne sert pas à organiser des matchs de foot. Voilà, que les choses soient claires. L'argent public, il y a d'autres urgences. On voit bien lesquelles en ce moment. En revanche, l'État doit pouvoir
avoir son mot à dire dans l'organisation dans ce genre de compétition-là, autrement que par l'aspect purement administratif, bureaucratique, où combien on va mettre de policiers, combien on va organiser la préfecture, etc. Vraiment, sur l'idée qu'il devrait y avoir, je vois certains qui parlent de députés, pourquoi pas des missions de députés qui soient capables d'organiser ça. Cédric Roussel, c'est en plus mon député, donc il est à 200 mètres de chez moi. Ah ouais bah oui, c'est les Alpes-Maritimes, c'est Nice, c'est juste à côté. Ouais, mais 200 mètres, c'est... 200 mètres, il est à 200 mètres. Sa permanence, c'est juste à 200 mètres de chez moi. Peu importe, si c'était à Paris, je penserais la même chose. Je pense vraiment que l'erreur d'organismes sportifs français, ou en tout cas, leur principal péché, c'est de jouer sur une équivoque, qui est de dire, on est à la fois les représentants du monde sportif, en même temps, vous n'y connaissez rien, vous les politiques. Didier Quillot, c'est exactement ça, c'est cette équivoque-là. Il est entre deux, et il joue de cette équivoque-là en permanence, pour passer comme un politique habile vis-à-vis des sportifs et passer comme un sportif intelligent auprès des décideurs. Ce qui donne des situations qui sont invraisemblables, comme Quillot qui puisse prendre en tête un dossier de reprise d'un club dont il a contribué lui-même à dévaloriser les actifs. On est à la limite du conflit d'intérêts, Bien sûr, en plan juridique. Donc c'est des choses qui sont assez graves, mais qui a une permanente équivoque qui fait que on n'arrive jamais véritablement, personne n'assume rien jamais, ce que je disais récemment dans un tweet, et personne n'a de ce principe de responsabilité parce qu'il n'y a pas de contrôle en réalité. Il y a une impunité générale sur les organisateurs de cette compétition et sur les présidents de clubs. Donc moi, ce que je dis, ce que je pense depuis longtemps, c'est qu'il faut qu'il y ait un moment que les gens se mettent autour d'une table et qu'il y ait un garant de l'intérêt général. C'est pas lui qui décide, mais c'est lui qui organise cette discussion-là. Donc l'intérêt général, qu'on se mette d'accord, pour à la fois les consommateurs fans de football qui paieraient ou pas un abonnement télévisé, les clubs et leur stabilité. C'est l'intérêt de tous. Oui, donc l'intérêt du consommateur, des clubs, de la ligue, des ayants droit, des diffuseurs. L'idée, c'est pas d'arriver et de dire il faut que le football soit public, il faut que ce soit on n'est pas en URSS. Évidemment non, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle la régulation. Ça, oui, mais pour arriver à ça, pour aboutir à ça, il faudrait aussi que certaines personnes fassent le dos rond, si je puis dire, et revoient un peu à la baisse leurs ambitions et leurs motivations. Quand on entend, par exemple... Ça s'appelle la négociation. Oui, bien sûr. Et quand on entend des dirigeants de clubs, pour ne pas les citer, Caillot de Reims ou même Le Gret de la FFF, admettre que la Ligue 1 doit être valorisée à au moins 800 millions d'euros et que si la Liga, la Première Ligue ou la Bundesliga sont évaluées à 1 milliard, il est normal que la Ligue 1 puisse valoir quasiment autant. Mais ça, c'est la politique de doigt levé, quoi. C'est des évaluations qui sont faites à la petite semaine, c'est des évaluations de bistrot. Sur quoi on se base pour pouvoir dire bien sûr. C'est simplement une simple comparaison idiote avec des modèles qui n'ont rien à voir et des championnats qui n'ont rien à voir en termes d'organisation et de professionnalisation. S'il faut véritablement se comparer, comparons-nous avec ce qu'était la Ligue 1 il y a 10 ans dans ce cas-là. On se compare avec notre propre progression à nous. Comment on peut comparer la Première Ligue, la Bundesliga et la Ligue 1 sans même parler de la Liga? Ce que je te disais tout à l'heure, évidemment, et je vais dire une évidence, mais chaque championnat a sa propre culture, ses propres traditions qu'il faut respecter. Il ne s'agit pas de tout envoyer promener. Il ne s'agit pas non plus de copier servilement ce que fait la Première Ligue. C'est totalement idiot de faire ça. C'est idiot. C'est même pas une maladresse, c'est idiot. Donc maintenant, moi j'en appelle à l'intelligence collective et à te dire qu'on est capable, en France, d'organiser des compétitions sportives qui soient rentables et qui soient bénéfiques pour tous. Mais tu ne crois pas que le mal principal français, on a déjà eu cette discussion d'ailleurs sur WhatsApp, je crois, de mémoire, mais que le mal français ne soit pas finalement notre prétention collective à nous croire encore un empire, à nous croire encore la première puissance mondiale. Tu me provoques. Non, mais moi vraiment, je le pense véritablement. Je ne sais pas si d'autres seront d'accord avec moi, mais moi, je pense véritablement que le mal principal de la France et des Français, c'est notre prétention. Guillaume Duval avait écrit il y a quelques années un très bon livre. Donc, Guillaume Duval, c'est le rédacteur en chef d'Alternative économique, positionné à gauche, hein, ça tout le monde le sait. Mais il avait écrit un très bon livre, c'était « La France n'est plus une grande puissance, tant mieux ». Le problème, je pense, des dirigeants français, de nombreux Français, c'est de se croire encore un grand empire, une grande puissance mondiale, et donc à partir de là, à ce titre-là, devoir se comparer aux grandes puissances économiques et sportives. D'ailleurs, le point de référence, c'est qu'on parle d'un Big Five. C'est uniquement en France qu'on parle de Big Five. Les 4 pays européens disent le Big Four. Et nous, franco-français, on ne dit même pas les gros 5, on le met en anglais.
le Big Five, comme si même en Angleterre ou en Espagne, ils disaient aussi le Big Five. Il n'y a que nous qui le disons. Je pense que le mal français, c'est notre prétention. Kyo, les gens de la Ligue en 2018, c'est leur prétention à croire que la Ligue 1 valait 1 milliard. Ah, bien sûr, bien sûr. Enfin, on va pas partir maintenant sur les débats historiographiques, mais l'illusion française, c'est-à-dire une croyance issue d'un désir, c'est la définition de Freud, l'illusion, une croyance issue d'un désir. L'illusion française, c'est de croire que la France, a gagné la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est faux, et deuxièmement, que la France est toujours une grande puissance, ce qui est faux depuis au moins Suez, c'est-à-dire 1956. Donc ça, voilà, c'est deux idées qui viennent et qui ont une certaine grandeur, c'est la grandeur du gaullisme notamment, c'est d'avoir fait passer ces désillusions pour des grandes victoires ou des grands accomplissements. La France, depuis 56 au moins, et depuis De Gaulle en tout cas, a changé de plan. Elle est plus sur un plan militaire réel, elle est sur un plan symbolique. Donc notre discours, en réalité, moi je pense toujours que le pays qui ressemble le plus à la France, en réalité, c'est pas l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni même l'Espagne, c'est le Vatican. Mais oui, c'est un pouvoir symbolique, le Vatican des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir symbolique avec une force de discours, une force de modèle, mais on n'est absolument pas concerné par la réalité, en tout cas vraiment dans un second plan. Bon, et sur la question du football, on a un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand on parle de football qu'on parle de camembert ou de cuisine française, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ou alors si on regarde ce qui se fait ailleurs, c'est pour le copier servilement, quoi. À aucun moment on est capable d'avoir la juste distance qui permettrait d'être parfaitement conscient de nos forces, nos modèles de club, le modèle fédéral, la formation, la détection, puisque la formation des jeunes, l'investissement économique, la sécurité juridique. Quand vous venez en France, vous êtes payé. Ça semble un détail, mais vous allez en Grèce, en Turquie, même au Portugal, même en Espagne, à une époque, c'est même pas sûr d'être payé quand vous êtes joueur. Donc, il y a un principe de sécurité juridique propre à la France. Donc ça sont des atouts. Mais ça, si on n'est pas capable de les valoriser par rapport aux autres, on est incapable ensuite de regarder correctement et de valoriser notre produit. Pourquoi on le fait pas? Parce que je crois qu'on est ignorant de notre propre histoire et de notre propre conception du monde. On est complètement ignorant. Alors moi, c'est pour ça que je fais des bouquins, c'est pour essayer de dire, bon, voilà, là, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Moi, je fais football à la française pour ça, en me disant, bon, ouais, on dit qu'il n'y a pas de culture foot en France, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai dit ni oui ni non, je n'ai pas de réponse à cette question-là. En revanche, je voudrais savoir s'il y en a une, à quoi elle ressemble. Donc voilà, tu t'intéresses, tu te rends compte que tu as des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, et c'est comme ça que tu découvres que tout ça est découpé, que l'université est coupée du monde fédéral, que tu te rends compte qu'il y a une espèce de schisme entre les deux côtés, entre d'un côté le milieu technique des éducateurs, la Fédé, les présidents de club, et de l'autre le milieu qu'on pourrait qualifier d'intellectuels, en tout cas de gens qui ont un peu de recul sur la situation-là. Ces deux mondes ne se parlent même pas. Donc voilà, donc ça c'est un des symptômes du mal français. Ce qui fait que quand tu te retrouves à négocier des grands accords comme ça, ben, tu es comme un poulet sans tête. C'est-à-dire que tu avances, mais tu réfléchis jamais en fait. Tu réfléchis jamais, et comme tu réfléchis jamais, ben, tu répètes des idées reçues. Ah ben il n'y a pas besoin de garantie, ah ben il n'y a pas besoin de garantie, ah ben il n'y a pas besoin de garantie, ah ben il n'y a pas besoin de garantie. Ah ben si on avait besoin de garantie, ah ben si on avait besoin de garantie. Voilà. Et tu répètes. Mais à aucun moment tu réfléchis. Tu vois, et c'est ça moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est de dire voilà, il y a une réflexion possible. Mais c'est pour ça que je trouve, et encore une fois, je le conseille, ce livre, Football à la française. Hop, on voit bien. Parce que je trouve qu'à chaque fois, tes analyses sont très pertinentes et intéressantes, parce que contrairement à beaucoup qui vont juste s'arrêter à l'instant T, bon, je ne vais pas les citer, mais très souvent, que ce soit sur RMC ou l'équipe, je lis ou j'entends des choses qui me paraissent assez farfelues et des arguments assez faible, si je puis dire, sur toujours la question des droits TV, de la valorisation, ce qu'est le football français, combien vaut-il, comment est-il représenté, quelle est sa culture, alors que ça soit économiquement comme sportivement. Je sais que tu as écrit beaucoup de choses et tu as un avis très tranché sur l'équipe de France, par exemple. Mais toi, l'avantage qu'il y a dans tes analyses et tes travaux, et tes écrits, c'est que tu étudies et tu décortiques les choses sur un temps long. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'arrêter à ce qui se passe à l'instant T aujourd'hui. Tu vas dire que si aujourd'hui la France fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, que ce soit sur le jeu, sur la formation, sur la détection, sur l'administration, sur le fonctionnement, c'est aussi issu de toute son histoire.
de ce qu'elle a été il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Comment la culture française s'est construite, comment la structuration de la fédération s'est construite, et comme tu as dit, comment elle s'est opposée aussi avec le milieu universitaire, qu'on ne voit pas, par exemple, ailleurs, comme au Portugal ou à l'étranger. Donc, voilà, c'est un élément que au-delà de la discussion qu'on peut avoir aujourd'hui ensemble, c'est un élément que je voulais souligner, que j'ai vraiment remarqué dans ce livre et dans tout ce que tu peux écrire. C'est ça, c'est l'analyse sur un temps long. Je vais pas te comparer à Fernand Braudel, même si je pourrais. Mais je suis pas historien, moi, je suis philosophe en plus, de formation. Mais c'est cette idée, et c'est ce que je me force parfois à faire en économie, c'est que pour comprendre un phénomène, mettons par exemple, expliquons le phénomène du pragmatisme franco-français à la Didier Deschamps sur gagner. L'essentiel, c'est les 3 points. Et il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a aucune volonté ou ambition de bien jouer et de présenter un beau jeu, mais il y a surtout une ambition de gagner, quelle que soit la manière. Comment on peut l'expliquer ? Qu'est-ce qui va expliquer cette philosophie ? Parce qu'après, ça a des répercussions sur un ensemble. Je voyais des questions qui passaient sur le football français ne vaut rien parce qu'on s'ennuie devant les matchs, parce que c'est pas intéressant, parce qu'il n'y a pas de culture du beau jeu, il n'y a pas de culture de la gagne. Quand un Bielsa arrive en France, il est critiqué, il est moqué, il est insulté. Quand un Jardim vient en France, il est moqué, il est insulté. Et ça, toi, tu arrives alors tu pourrais le faire aujourd'hui et reprendre, mais tu montres par toute l'histoire du football français comment on en est arrivé là aujourd'hui. Oui, bien sûr, et je considère pas que la vérité de quelque chose soit dans l'histoire. L'histoire est une manière de le voir, mais il y a aussi dans la société, il y a aussi dans le moment présent, il y a aussi dans les idées. Hein. Donc moi, j'utilise l'histoire un peu comme le fait Foucault, c'est-à-dire j'utilise pour essayer d'établir des grands socles en fait de pensée qui nous permettent de mettre en forme une certaine évolution dans l'histoire. C'est une forme d'histoire des idées, en réalité. Ce que fait la philo, elle a aussi pour cette fonction-là, de faire l'histoire des idées. C'est une matière philosophique. Et donc oui, dans la question du pragmatisme, et même dans la question des droits télé, ce que tu dis très bien là, tu as dit très bien tout à l'heure, c'est qu'il y a une folie française, quoi, qui est une folie bureaucratique française, une folie... c'est l'idéaliste, c'est ça qui est assez paradoxal, parce qu'on a d'un côté une espèce de folie idéaliste, c'est-à-dire que l'idée est plus importante que l'action. C'est un diplomate français, je raconte une anecdote, François Bujon de l'Étang qui racontait ça, qu'il était dans une négociation aux États-Unis avec des Américains, il négociait je ne sais quel traité, quel accord commercial, et les Français vont voir les Américains, ils disent bon ben voilà, on a trouvé une solution qui fonctionne pour très bien, en pratique ça fonctionne bien, ça a marché comme ça avec tout le monde. Le problème c'est que ça marche pas en théorie. Et du coup, les Français se sont reculés, se sont retirés. Voilà. Et ça marche pas en théorie, en fait, notre problème. C'est ça. C'est qu'on essaye, et on est toujours opposé d'un côté à une espèce de folie idéaliste, un peu comme le Vatican, c'est-à-dire qu'on a les droits de l'homme, l'égalité, l'espèce de principes complètement que personne ne nous oblige à appliquer. Hein. C'est vraiment des principes qui peuvent être parfois un peu aliénants. Et de l'autre côté, soit un déni total de ces principes, un espèce de pragmatisme poussé à l'extrême, où à ce moment-là, les principes n'ont plus aucune importance, et c'est des champs, c'est-à-dire qu'il n'y a que la gagne qui compte, il n'y a que le résultat qui compte. Ça, les projets, c'est pour les philosophes, le football, c'est pas un truc pour les intellectuels, etc. etc. Et dans les deux cas, on a une espèce de deux pôles, on est schizophrène, en fait, complètement, entre un ultra-idéalisme et de l'autre, un déni complet du pouvoir des idées. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à remettre ces choses-là ensemble. En fait, hein. Je se rends compte qu'on a besoin des deux, en fait. Évidemment qu'on a besoin de pragmatisme. Personne n'a dit qu'il ne fallait pas s'intéresser au réel, quoi. Oui. Mais on a aussi besoin d'idées. Donc oui, il y a des structures qui sont en place, et je crois que le football français, il est victime d'une espèce d'obscurantisme propre à un courant d'idées qui a longtemps dominé sur le football français et qui est en train petit à petit de péricliter. Et on se rend compte maintenant, moi ce que je raconte depuis des années, on se rend compte maintenant que ce modèle est en train de s'effondrer. Et on voit bien les Domenech, les discours de la DTN, on voit bien que plus personne les écoute en fait. Et pourtant ils sont encore là. C'est ce que oui, mais plus personne ne les écoute. Personne ne les écoute. Maintenant, ils sont ridicules. Maintenant, ils sont ridicules. Et s'il existe maintenant une culture Internet, s'il existe des types comme toi, s'il existe tout un tas de lieux un peu transversaux ou qui vont un peu à l'encontre de cette doxa,
cette doxa imposée par l'administration, ben, c'est la preuve qu'en réalité, elle n'a plus autant de pouvoir que ce qu'elle pense. Ouais, mais c'est encore eux qui délivrent les diplômes. C'est encore eux qui sont la tête justement des choix tactiques, techniques. Oui, sauf que maintenant, on sait comment ils font pour délivrer les diplômes. On sait ce qui se passe dans les commissions. On commence à savoir ce qui se passe. On a des gens qui commencent à parler. Ils commencent à avoir énormément de suspicions à l'égard des différents jurys. Ils commencent à avoir des doutes plus que légitimes à l'égard de certains membres des jurys et sur l'organisation de la DTN elle-même. La DTN, son principale qualité, c'est qu'elle existe, hein, ça reste une institution importante. Son principal défaut, c'est qu'elle ne s'est pas jamais régénérée et qu'elle n'a jamais raisonné sur elle-même, réfléchi sur elle-même. Et tu vois bien que dès que tu poses une question sur le football français, immédiatement, on te renvoie soit une excuse, ah, c'est pas de notre faute, c'est parce que les Allemands sont plus forts ou parce que le terrain n'était pas bon. On paye trop d'impôts. On paye trop d'impôts. Comme ça, les pensées automatiques, quoi. C'est des espèces d'idéologie. Soit alors une agressivité et un déni, en fait, qui cache un déni. Dire mais c'est pas vrai, t'es pas légitime pour dire ça. À aucun moment on prend acte du reproche pour éventuellement le comparer avec ce qui existe véritablement. On va immédiatement s'attaquer à la personne, on va immédiatement s'attaquer, alors différents biais, pas toujours de manière agressive, par des petits coups de fil, par une certaine manière de promouvoir certains profils plutôt que d'autres, mais à aucun moment il y a une ouverture en fait sur le savoir. Or, ce que devrait faire la DTN, c'est être une sorte de laboratoire en fait de réflexion sur le jeu. Et d'une manière générale, je pense que la Fédé devrait être comme ça. Alors la DTN sur l'aspect technique, mais la Fédé devrait être capable d'organiser cette espèce d'économie un peu parallèle, un peu anarchique, de tous les différents experts qui se prononcent et qui écrivent sur le sport français, et de rassembler ces compétences-là. Elles existent en fait. Quand on dit qu'il n'y a pas de culture foot en France, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'espère que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétences, parce que des compétences, il y en a. Il y a des clubs qui travaillent très bien, il y a des experts qui travaillent très bien, il y a des entreprises qui travaillent très bien. Il n'y a pas besoin d'aller aux States, d'aller en Angleterre, d'aller chercher même Luis Campos. C'est très bien Luis Campos, mais Luis Campos, il s'appuie sur un modèle défectueux. On en a des gens qui fonctionnent très bien. Simplement, si on n'a pas de recul sur ce qu'on fait, on n'y arrivera jamais. Voilà, jamais. Et sur la question des droits télé, c'est un exemple typique de ce déni de réalité. La seule solution, tout le monde la connaît en réalité. La solution viable, c'est soit un accord avec les diffuseurs qui il semblerait y aller quand même à reculons, soit que la Ligue elle-même prenne en main cette fameuse OTT et fasse enfin la valorisation de son produit. C'est la seule solution. Tout le reste sont des solutions politiques. La seule solution économique, c'est la seule. Non, mais même à sa viabilité. Mais c'est la seule possible, en fait. Rappelle-toi Spotify, rappelle-toi le streaming. Moi, je me souviens, je travaillais dans la musique. Je travaillais dans la musique, dans la presse, dans l'édition, donc que des secteurs qui sont effondrés. Heureusement, je suis dans les jeux vidéo maintenant, donc ça va mieux. Mais dans la musique, c'était le cas. J'ai vu arriver l'effondrement des majors exactement de la même manière, avec les majors qui disent oui, mais les gens ils continueront à acheter des disques. Mais oui, les gens ils vont acheter des labels. Les gens ils n'achètent pas des disques pour des labels. Enfin, c'est pas vrai. Les gens, oui, mais le système Internet, ça va pas durer longtemps. On va mettre Adopi, ça va bien fonctionner. Ça n'a jamais fonctionné. Ce type de révolution technologique ne peut pas s'arrêter. Ne peut pas s'arrêter avec de vieilles méthodes. La seule logique possible, c'est la logique, j'allais dire, la logique historique elle-même, qui est de dire il faut qu'on ait un autre modèle. Et le modèle, ce n'est plus la télévision. Oui, mais tu pourrais passer un système OTT sans forcément qu'il soit autoproduit par la Ligue. Tu pourrais passer même Canal avec MyCanal, qui est une plateforme numérique, pourrait parfaitement produire 100% et diffuser 100% de la Ligue 1 française sans passer par une chaîne autoproduite par la Ligue. Moi, j'étais plus sur l'option chaîne OTT 100% LFP. Le problème, c'est que tu n'es plus maître de ton produit si tu fais ça. Ou tu fais un joint aventure, tu fais une union entre la. D'ailleurs, quand éventuellement. Oui, mais Sada qui vient à l'Assemblée générale de la Ligue, c'est clairement. Oui, mais ça, c'est pas un joint venture, ça. Ça, c'est simplement une préséance, un honneur qu'on fait au président de Canal, mais tout ça, ça reste Louis XIV, quoi. Ça reste, c'est du gadget, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est un type comme Tebas, un type avec une structure qui soit capable de dire, voilà, on va mettre ces gens-là ensemble et on va se mettre d'accord pour créer un truc en commun dans lequel on sera véritablement à 50-50, parce que là, ils sont pas à 50-50. Il y a un seul client possible. Donc, je veux dire, comment tu fais les marchés où c'est un terme économique, je ne me souviens plus, il y a les marchés où il y a un seul client. Bon, voilà, qui décide? Il est où le pouvoir? Or, la valorisation,
Évidemment, c'est le client qui décide. Mais dans une valorisation, ce n'est pas le client qui décide. Ce n'est pas le vendeur non plus. Un contrat, c'est une alliance de volonté. Il faut que les deux veuillent. Et c'est ça qui tient. Parce que si tu en as un qui a l'impression de se faire avoir, ça ne va pas durer longtemps. Ah oui, bien sûr. Mais encore une fois, j'en reviens parce que… C'est des évidences, hein, je te dis des évidences. Bien sûr, non, mais j'ai vu plus haut un commentaire passer sur ta proposition, ton idée de mettre en place un médiateur capable de faire en sorte qu'on trouve une échappatoire et que les les trois parties, si je mets aussi les consommateurs, trouvent un terrain d'entente et trouvent une conclusion adéquate pour l'ensemble. Le seul problème, encore une fois, c'est que ça vient à la fois du diffuseur et de son intérêt à diffuser le football français, alors sur ce qu'il représente, sur sa compétitivité, sur sa popularité, sur sa visibilité, sur sa qualité, même intrinsèque en tant que match de football et spectacle sportif. Donc sur la question de la lucrativité pour le diffuseur, mais aussi de la prétention, voire non pas de la prétention, mais de l'ambition de la Ligue à vendre la Ligue 1 à tel prix. Est-ce que la Ligue 1, est-ce que les gens de la Ligue, est-ce que Vincent Labrune sera prêt, ou les dirigeants de la LFP seront prêts à vendre une Ligue 1 française à moins de 600 millions d'euros? Est-ce qu'on est dans une logique économique ou dans une logique politique? C'est ça le problème. Politique au sens de répartition du pouvoir. Je ne crois pas que la logique de la LFP telle qu'elle existe maintenant, telle que son fonctionnement est connu, soit un organisme qui a pour ambition de valoriser économiquement une compétition. Je crois que la Ligue, elle est là pour essentiellement valoriser les présidents et valoriser l'organisation politique de la Ligue. D'ailleurs, c'est un super serpentaire qui revient sans arrêt. Hein. Combien de voix, quels sont les clubs, le pouvoir d'Olas, le pouvoir d'un tel, les petits comités entre tel et tel pour négocier les droits, etc. On voit bien qu'on est dans une espèce de logique qui ressemble en fait au capitalisme du début du 19e siècle. Quoi. C'est quelque chose, ou du début du 20e siècle plutôt, c'est une espèce de paternalisme un peu d'économie un peu à la papa. Quoi. On a l'impression qu'on va se réunir dans une pièce et puis on va décider du sort du monde. Non, mais ça n'existe plus, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que c'est pas parce que vous êtes président de club que vous êtes compétent pour organiser une compétition ou valoriser une compétition. Un des problèmes de la Ligue, c'est qu'elle n'a pas fait d'études profondes sur la valeur de son produit. Elle ne sait pas la valeur. Elle se contente de prendre des bilans comptables et des additionner et de comparer avec ce qui se fait ailleurs et de trouver comme ça une espèce de prix du marché. Parce qu'elle imagine être un prix du marché. Mais ça, c'est le prix du marché dans les années 60 et encore. Ça ne fonctionne pas comme ça, un marché, ça ne fonctionne pas comme ça, une tractation économique. La preuve étant qu'on voit bien qu'au premier revers venu, ça s'effondre. Précisément parce que la valeur, qui est un vieux concept philosophique, la valeur, c'est quelque chose de très compliqué, c'est pas quelque chose qui existe en soi. La valeur, ça existe parce qu'il y a une tractation possible, il y a un échange possible. Un échange, pas simplement une aumône. Hein. Là, ce que fait la Ligue, c'est qu'elle fait l'aumône. Et évidemment, Sada se présente en majesté dans les médias en président. Oui, j'ai décidé de payer tel prix. Je pense que pour vous, c'est mieux, là, avec une condescendance qui. Enfin, moi, je la Ligue 18. Je t'envoie Tebas là-dedans. Il éclate Tebas. Il dit, mais attends, il éclate le Sada. Il dit, mais attendez, vous prenez pour qui? Qu'est-ce qui vous dit qu'on va vous le vendre à vous? Peut-être. Mais si vous valorisez pas notre produit, si vous ne prenez que 2 matchs, vous dévalorisez tout le reste. Donc, comment on va nous exploiter ces 8 autres matchs? C'est une bêtise sans nom de faire ça. En tout cas, pour le consommateur. Moi, demain, on me dit, bon, alors, il y a un super produit, c'est Canal Kina, le reste, c'est un peu pourri, mais si tu veux mettre 10 €, vas-y. Bah non, je vais mettre 10 €, je vais me prendre mon IPTV, puis je regarde sur l'IPTV. C'est malheureusement comme ça que se présentent les choses. Hein. Alors que tu as des modèles qui fonctionnent très bien, les Spotify, les YouTube. Mais là, je regarde le nouveau site de l'équipe que je trouve très bien fait. Je pense à The Athletic, notamment, qui est un super site anglais de football. Tout ça est payant. Mais putain, tu payes, mais tu es content de payer. Tu es content parce que tu as des gens qui sont généreux. Nous, notre problème, c'est quoi avec la Ligue 1? C'est que la Ligue n'est pas généreuse. N'est pas généreuse, c'est-à-dire qu'elle ne donne rien. Elle te fait payer beaucoup, elle te donne très peu. Alors que l'opportunité économique, c'est exactement le contraire. Tu as l'impression de payer un peu, mais tu as beaucoup. C'est pour ça que les gens ils sont capables de payer 800 € pour un iPhone. Ça ne vaut pas 800 € un iPhone. Parce que ça te donne des choses. Ça te donne des choses. Ça t'ouvre. Alors, ça, on va dire que c'est du marketing. Ok, si vous voulez. Mais ça te donne quelque chose. Au final, tu as l'impression que c'est pas cher. Les gens sont capables d'acheter des télés 800 €. Donc, ils sont capables de payer 15 € pour un abonnement. Le problème, c'est que si on te propose un abonnement à 15 € et qu'on te dit que de toute manière, ce n'est pas le meilleur produit
et que c'est bon, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire, donc du coup on l'a vendu nous-mêmes, bon, ben, c'est terminé, il n'y a plus de marché, tu t'as flingué ton produit en 5 minutes. Et c'est ça que je comprends pas. Et se mettre dans la tête du consommateur et de l'amateur, c'est ça, c'est se dire, qu'est-ce que moi je vais avoir intérêt à acheter? J'ai aucun intérêt à acheter ce truc, même si ça coûtait que 5 euros. Mais est-ce que tu penses que pas une histoire de prix, en fait. Ce genre de question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la Ligue, les Vincent Labrune, les non, c'est ce qui est grave. se posent la question? C'est ça là qui est gravissime. Et comment tu réagis, par exemple, parce que, alors, pour ne rien te cacher, moi, j'ai fait un débat, c'était quand? C'était vendredi dernier sur la chaîne L'Équipe, avec notamment Raymond Domenech. Pour qui, humainement, j'ai un profond respect. Hein. Humainement, je parle. Hein. Humainement. Ah, moi, je trouve pas. Mais en tout cas, c'était avec Olivier Ménard sur la Ligue 1, qui pourrait être, selon les rumeurs de L'Équipe, qui, moi, à droite à gauche, on me les confirme, pourrait être valorisé par Beansport et Canal à 570 millions d'euros par an. Et donc, tout le monde commençait à s'inquiéter sur la capacité à ce que les clubs de Ligue 1 tiennent comptablement et soient solvables avec une Ligue 1 si peu valorisée. Et Raymond Domenech, son argument était de dire, Canal ne peut pas payer si peu parce qu'il a besoin de payer cher une Ligue 1 pour la valoriser, la rendre compétitive, donc attirer des abonnés. Et que 2, parce que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie sont valorisées à quasiment 1 milliard, la Ligue 1 doit aussi être valorisée autant. Donc, et c'est quelqu'un qui a aujourd'hui pas de pouvoir, mais en tout cas siège au sein des instances de la fédération. Et parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la paresse intellectuelle, quoi. C'est-à-dire que là, on a un faux syllogisme. C'est-à-dire qu'on va dire, à côté, ils ont payé 1 milliard, donc c'est injuste, sinon on n'est pas payé 1 milliard. Et deuxièmement, il y en a plein qui le disent. Oui, parce que la France a un pays de 60 millions d'habitants et qui a tant de consommateurs qui peuvent payer autant. D'accord, mais on peut dire aussi, la France est un pays qui aime le vélo, donc il n'aime pas le football. On peut dire n'importe quoi, je veux dire. On peut continuer à dire n'importe quoi sans aucune réflexion, sans aucune donnée, ce qui est le cas de Domenech, en l'occurrence, il dit n'importe quoi et ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison qu'on continue. Pourquoi? Parce qu'il prêche des gens qui sont déjà convaincus qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir, qu'il n'est pas nécessaire de se remettre en question, qu'il n'est pas nécessaire de remettre en question le modèle de fonctionnement du football français. On se contente sans arrêt. Et tu verras, Domenech, c'est le premier à critiquer les Anglais, à critiquer les étrangers, mais par contre, c'est le premier aussi à ramener le football français à comparer au football anglais. Enfin, ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Effectivement, peut-être un des cancers de notre football, c'est qu'on a arrêté de réfléchir. On a arrêté de réfléchir et parce qu'on n'a pas intérêt à réfléchir. Pourtant, il y a des rapports, pourtant, il y a des études, pourtant, il y a des gens compétents, pourtant, je répète toujours la même chose, pourtant, il y a des données, pourtant, il y a des gens qui ont travaillé et le travail de la Ligue, ce serait, au lieu de se précipiter pour trouver un acheteur qui va sous-évaluer la Ligue et flinguer le business plan sur 10 ans, hein, c'est ce qui va se passer, il faudrait commencer par savoir de mettre les gens autour de la table et savoir combien vaut notre Ligue, mais combien elle vaut en termes de football. C'est-à-dire, qui sont nos principaux entraîneurs intéressants? Quels sont les centres d'information qui sont les plus intéressants? Quelle est la valeur véritable de ce qu'on est en train de faire? Et je ne parle pas nécessairement de valeur économique. Charge ensuite à une banque éventuellement de chiffrer ces données-là. Mais de se pencher sérieusement sur ce qu'il y a en France. C'est ce qu'ont fait les Espagnols. Ils ont dit, nous, on est fort. Villarreal, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, nous, on est fort en quoi? Bon, on est fort en céramique. Bon, Villarreal, c'est pas très grand. Par contre, on a un bon réseau de scouts. Et on a quelques terrains qu'on peut utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas dépenser d'argent public, parce que je rappelle, hein, c'est combien le montant des prêts garantis par l'État, des PGE pour la Ligue 1? 250 millions. Voilà, 250 millions, donc du contrôle. Et encore, tu as des clubs comme Strasbourg et Lyon qui ont scandaleux. C'est scandaleux. Ce qui est scandaleux. On va le dire très clairement, c'est scandaleux. Et le remboursement est décalé à mars 2022. Et puis, il sera décalé à 2025, 26, 27, 28. C'est scandaleux. C'est scandaleux de faire peser sur le contribuable les erreurs de gestion. Je n'ose pas dire la malhonnêteté parce que je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs et que ces gens-là ont beaucoup de chance qu'on ne leur demande pas encore des comptes. C'est scandaleux que ce soit le contribuable qui fasse payer ça sans aucune contrepartie. Absolument aucune contrepartie. L'État n'intervient pas. Enfin, je veux dire, on est quand même. Non, mais c'est vrai que les prêts ont été accordés gratuitement. Il n'y a pas eu de conditions. On mettrait Jeff Bezos en prison pour moins que ça. Non, mais ce que je veux te dire, on parle de fraude fiscale, on parle de sociétés qui cotisent pas en France. Là, on a un cas typique où la contribution publique, où l'argent public est utilisé pour compenser des erreurs de gestion manifestes
et totalement impunes, qui ne seront pas, à aucun moment, ces gens-là seront face à leurs responsabilités, au point qu'il y a une telle impunité que ces mêmes personnes-là peuvent se présenter à des appels d'offres pour acheter des clubs. C'est hallucinant comme situation. Donc, moi, je pense qu'il faut raison garder, il faut revenir sur terre, et que la Ligue 1 devrait d'abord se réorganiser sa gouvernance. La Ligue, je veux dire. La priorité, c'est ça la contrepartie. Si tu réorganises ta gouvernance. Écoutez, on a été capable de bloquer un pays pendant 2 mois pour un virus. Donc, on est capable de réorganiser la LFP. Et simplement, mais c'est les gens qui sont actuellement, qui siègent au sein des instances, qui devront prendre la décision de leur restructuration, de leur réforme. Il n'y a qu'un effondrement qui le permettre. Ah, voilà. On y vient tout droit. Enfin, c'est parce qu'il n'y a que les nécessités qui t'imposent ça. Il faudrait que la puissance judiciaire se mêle. Il faudrait que les juges se mêlent se mettre le nez dans les gestions des clubs, et que la puissance publique, c'est ce qui s'est passé en Espagne. Ce sont les médiateurs judiciaires qui ont imposé la rationalité économique. C'est pas les dirigeants de clubs eux-mêmes. Ce sont les médiateurs qui se sont dit, voilà, on va maintenant appliquer un raisonnement finalement assez classique en économie, qui est de dire, bon, on va obéir à des principes de rationalité. Voilà, tout simplement, en fait. Hein, c'est pas très compliqué, en fait. Simplement, ça demande un état de nécessité extrême. Et je crois qu'il y a certains clubs qui se sauvent encore, qui échappent à cet état de nécessité. Et je pense que le seul moyen de réformer, si on veut le faire, la LFP, c'est qu'il y a un effondrement de certains clubs. Donc attendre. Il y a eu les Man Brothers dans le milieu financier. Il y a eu les Man Brothers. Les Man Brothers, ça a été effondré sciemment pour ça, pour montrer aux autres que oui, on pouvait lâcher une banque. En fait, non. Mais donc, attends, tu es en train de dire, je te rejoins un peu sur ce principe-là, mais que pour espérer à ce qu'il y ait un changement, et que le changement se fasse, et que des gens au sein des instances puissent évoluer dans leur mentalité, leur état d'esprit, voire même qu'ils soient remplacés par d'autres, il faudrait non pas espérer, mais attendre à ce que le système s'écroule pour finalement le reconstruire. Ça, c'est par défaut. Je ne dis pas que je le souhaite. Non, j'ai pas dit souhaiter, ouais, bien sûr. Je ne dis pas que je le souhaite. Je dis juste que il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas penser que les bons sentiments vont changer la gouvernance de la LFP. Il ne faut pas penser que tout à coup, du chapeau vont sortir un nouveau DTN, de nouveaux personnages qui vont libérer la France, tout simplement parce que ce n'est pas possible, pas souhaitable, parce que tu générais un autre type de conflit. Le seul moyen d'arriver à réformer en profondeur, c'est l'unanimité. Et le moyen de susciter cette unanimité, c'est qu'il faut qu'il y ait un événement. Un événement qui vient générer… Exactement. Vous avez vu le Covid ? Jamais on n'aurait imaginé que le pays puisse s'arrêter en 2 mois. C'est ce type d'événement-là, brutal, spontané, qui impose en fait une unanimité dans la décision, dans la prise de décision. Regardez la Super League. La Super League, personne n'aurait imaginé qu'en 48 heures, un tel projet puisse s'effondrer suite à la mobilisation de l'opinion publique. Personne ne l'aurait imaginé. Mais c'est ça, c'est ce type d'événement-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un club ou, je ne sais pas, une fédération ou une situation qui fait qu'à ce moment-là, on se rend compte que la réforme est non seulement souhaitable, mais indispensable à la survie du système. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour se maintenir que le système se réforme. Ce n'est pas pour simplement changer. On ne change pas pour le plaisir de changer. Je suis trop vieux maintenant pour être naïf sur ce plan-là. Je ne crois pas que la bonne volonté suffise pour réformer ce type de structure. Il y a Théo Baldo qui rappelle une triste vérité quand même par rapport à ton discours. Le changement, c'est pas demain. On atteste le projet de reprise déposé par Kio pour les Girondins. Oui, enfin, le projet de reprise n'a pas été adopté. Tout comme celui de Gérard Lopez, qui est aussi basé sur des fonds d'investissement et des Justement, à mon sens, je crois, j'espère, suite à la mobilisation de l'opinion publique. C'est le seul moyen. C'est-à-dire que l'opinion publique doit se mobiliser pour agir sur les politiques qui agiront sur les… Bien sûr, mais alors… Je vois mal un président de tribunal, je vois maintenant mal un président de tribunal, un directeur de commission judiciaire confier le projet à Didier Quio compte tenu de la situation politique dans laquelle il a placé le football français. Mais ça, si on ne le dit pas, si on ne se mobilise pas, il ne se passera rien. Et c'est, je pense, le seul moyen, et c'est un moyen, je crois, relativement efficace.
Oui, mais dans le cadre des Girondins, par exemple, si c'est pas Kyo, il y a aussi Gérald Lopez qui aurait fait, selon l'équipe, une proposition d'achat, une proposition de reprise. C'est en procédure judiciaire, Gérard Lopez, toujours. Oui, et qui, voilà, donc c'est aussi. Il y a un peu un problème de critères aussi, toi, dans les critères d'attribution. Mais il y a un critère d'attribution, il y a un critère aussi qui vient et qui peut déposer justement légalement une proposition de reprise, mais aussi, au-delà de ça, qui en a l'ambition, qui en a les moyens, qui en a la volonté. Parce que si tu veux aussi des gens sains qui ne vont pas acheter un club via des fonds d'investissement, via des LBO, via des montages financiers, mais de manière saine, avec un ancrage local, avec des investisseurs locaux, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Quand tu as Pinot qui fait un appel à ce que les gens il y a le projet de Stéphane Martin, là, qui est intéressant là-dessus. Est-ce qu'il aura les moyens de ses ambitions? Il aura les moyens de récupérer la dette de Bordeaux et de pouvoir garantir la DNCG de 50 millions d'euros demandés. C'est à ça que sert une médiation. Oui. Justement, de rendre possible ce genre de choses où il y a la condition économique, évidemment, mais l'État il doit prendre sa part là-dedans. Quand tu as laissé 250 millions de PGE, tu as ta part dans la négociation. Tu es obligé de prendre part dans la négociation. Le PGE a été octroyé de façon inconditionnelle. Là où alors j'en veux pas, mais je suis quand même attristé par l'absence d'effet d'aubaine lié à la crise économique et la crise du Covid, c'est qu'on aurait dû profiter de ça, on aurait dû dire au club et même à tous les secteurs économiques, OK, on vous prête de l'argent, on vous sauve de la mouise, en échange de garantir une solvabilité, garantir un équilibre, garantir des fonds propres. Pour les clubs de foot, garantir à ce que le temps de la crise, le temps du remboursement du PGE, il n'y ait pas d'augmentation de la masse salariale, il n'y a pas de dépenses supplémentaires sur l'achat de joueurs, parce que précisément, l'État vous a aidé. Chose qui n'a pas été faite. Les PGE ont été octroyés de façon gratuite. Nous sommes en campagne présidentielle, tu sais, je ne dirais pas Fontaine. Je pense que c'est quelque chose qui est amené à évoluer, je le souhaite en tout cas. Je ne crois pas que l'État ait la solution. Non, mais il aurait pu y contribuer. Mais je pense que l'État est là pour rappeler un certain nombre de principes de rationalité économique et d'intérêt général. Les clubs de foot ne sont pas juste des entreprises. Et d'ailleurs, on le voit, la mobilisation à Bordeaux, la mairie de Bordeaux a eu son importance, même si elle n'a pas de billes dedans. Et c'est valable dans toutes les grandes mairies. À Nantes, ça sera pareil. Il faut que à Marseille, ça a été le cas. La mobilisation de la mairie de Marseille a été essentielle dans le licenciement. Enfin, dans le licenciement, dans la mise à l'écart de Jacques-Henri Hérault. Même si la mairie de Marseille, à part le loyer du stade, a très peu de billes dans l'Olympique de Marseille. Et c'est pareil à Paris. Il y a un rôle symbolique très important des mairies là-dessus. C'est pour ça que le pouvoir politique, il est important là, et que la légitimité, elle n'est pas uniquement économique. Elle est aussi politique, pour pas dire sociale. Et les garants de ça, ce sont les politiques, évidemment. Et évidemment, ils ont un peu moins assez mauvaise presse parfois, mais on constate que c'est généralement les mairies qui viennent d'être élues ou qui ont une alternance où effectivement les choses bougent un peu plus parce qu'ils ont évidemment beaucoup plus d'intérêt à se manifester contre des projets menés par des fonds étrangers. Bon, je vois que l'heure tourne et qu'il est bientôt 20h. C'est super intéressant. En tout cas, moi, je pourrais continuer à parler 3 heures avec toi. Voilà, de parler de tout et de rien et de partir sur la philosophie, l'histoire, l'avenir du football, ce qu'est le jeu à la française, ce qu'est le foot à la française. Juste comme ça, là, dans les dernières minutes qui nous restent, tu es plutôt optimiste sur l'avenir du foot français ou tu crois à cette possibilité d'écroulement? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. J'essaie d'être désespérément optimiste. Désespérément optimiste. Donc, je pense que l'intelligence collective triomphera. Je pense que le sens commun finira par triompher. En revanche, je suis très pessimiste sur la capacité des hommes en place à se réformer eux-mêmes. Je pense que d'abord, avant de changer les structures, il faut commencer par changer les hommes. Voilà. Ouais, mais ça, on les voit depuis maintenant assez longtemps. Hein, et je ne citerai personne, mais on sait tous à qui on pense. Donc, j'espère peut-être que une prise de conscience fera que dans certains clubs, à certains moments, on soit capable de se réformer, en tout cas de proposer des modèles qui soient des modèles viables, parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas de football sans économie du football. Hein. Il faut que ce soit un secteur autonome. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Je ne crois pas du tout que ce soit une mission d'intérêt général de rendre public le football, de mettre même un match par journée peut-être. Enfin, je ne crois pas que le combat soit vraiment là. En revanche, je pense sincèrement que la première démarche, le premier effort, il est dans accepter, résister à une forme de bêtise.
résister à une forme de Ouais, paresse mais qui est intellectuelle. ancré depuis maintenant une bonne cinquantaine d'années Ouais. dans les instances. Donc C'est c'est même notre travail à consubstantiel nous. au football français. C'est notre travail à nous j'allais pas dire réveiller les consciences, pas exagérer, mais en tout cas de se rendre compte que oui, le football est quelque chose de compliqué et que il faut essayer le plus possible de s'éloigner de toute forme de dicton, de toute forme d'idées reçues qu'on peut se répéter les uns derrière les autres. Et voilà, un type comme Domenech, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut mettre face à ses responsabilités. Il faut pas non plus juste avaler ce qu'il dit dans un sourire et tout en grattant ses cachets Mais à qui l'équipe aimée. malheureusement n'a jamais été contredit par qui que ce Voilà, soit. voilà. Ben, Même depuis 2010, moi, à mon sens, et selon ma propre opinion, alors que je le côtoie, Raymond Domenech, il aurait dû quitter définitivement le football français après 2010. Tout comme Didier Quio, qui ne doit plus jamais poser un pied dans le football français. Et pourtant, Raymond Domenech, depuis 2010, il est là. Et il a un micro à Europe 1, il a un micro à la chaîne L'Équipe, et on l'entend, et certains le respectent. Et humainement, je parle en tant qu'homme, c'est quelqu'un pour qui je n'ai aucun mépris. Humainement, quelqu'un de très sympathique. C'est autre chose footballistiquement. Ce que je veux dire, c'est qu'il est encore là. C'est que il le est contesté, encore hein. aujourd'hui parle Il est et contesté donne. à l'UNECATEF, il est contesté. Ses sorties médiatiques font pas plaisir à tout le monde. Il y a beaucoup d'éducateurs. Moi, je pense notamment une stratégie possible, c'est que si l'UNECATEF veut faire sa pub ou si elle veut parler des entraîneurs français, qu'elle veut un peu les valoriser, la première chose qu'elle doit faire, c'est se débarrasser de Raymond Domenech, parce que c'est le principal agent de détestation des entraîneurs français. Et je pense que l'intelligence, elle est là, d'accepter les structures telles qu'elles sont, mais d'y mettre d'autres hommes, quoi. Et que si l'UNECATEF veut faire la pub du football français, qu'elle mette des hommes qui soient admirables, ce qui est loin d'être le cas de Domenech. Ben ouais, donc ce qu'il faut espérer, c'est que en fait, par un effet Il y en a, générationnel. il y en a, il y en a, Oui, mais bien sûr. il y en a plein. Ah oui, un effet générationnel, oui, d'accord, mais il faut aussi mettre les gens face à leurs responsabilités. Quand on voit la cote de popularité des entraîneurs français depuis que Domenech est en poste, je suis pas certain qu'elle ait augmenté. Je suis pas certain qu'elle ait cru. Alors peut-être qu'on en entend plus parler de l'UNECATEF. C'est vrai, ça a été d'ailleurs son message de campagne à Domenech, c'est-à-dire qu'il fallait pas plus parler de l'UNECATEF. Ils ont embauché des CM, ils ont embauché des gens pour s'occuper d'Internet. Mais en parler, c'est pas forcément un critère de compétences, ni un critère qualitatif. Donc, je pense que la stratégie du football français, ce serait de mettre en place des visages, des nouvelles têtes et des compétences qui existent, mais qu'on ignore qu'elles existent. Moi, j'en connais, je peux en faire des listes de gens qui travaillent excessivement bien, de gens intelligents et de gens mesurés et qui parient sur l'intelligence de l'audience à qui ils s'adressent. Non, bien sûr, c'est vrai. Voilà, le problème de Domenech et de cette clique, c'est qu'ils parient non pas sur l'intelligence des gens, mais sur leur bêtise. Et sur leur grégarité, sur le fait qu'un bon mot suffira à rassembler tout le monde. En ont-ils conscience? Tu crois que c'est fait à dessein ou c'est... Oui, c'est du cynisme. Quand tu fais ça, Ah, vraiment? c'est la définition du cynisme. Ah oui, j'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'il le fait à dessein. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, parce que je connais des gens qui le connaissent, je connais des gens avec qui il a travaillé. Il y a une évolution aussi chez Domenech. Il n'a pas toujours été à ce point cynique, mais il s'est rendu détestable auprès de beaucoup de son entourage. C'est quelqu'un qui a de la chance de trouver des qualités. Moi, la seule fois que je l'ai côtoyé, je ne lui ai trouvé quasiment que des défauts. À commencer par une espèce d'arrogance. Alors, assez insupportable quand elle n'est pas reliée à une connaissance de ton sujet, quoi. Tu peux être arrogant quand tu connais ton sujet, mais là, en plus, Domenech, non seulement il est arrogant, mais en plus il est complètement ignorant en fait du football, de l'évolution actuelle de ces 20 dernières années. Donc c'est des gens qui sont dans des positions de pouvoir. Je suis un peu dur, mais parce que je pense que déjà ils s'en foutent et ensuite le seul moyen de se débarrasser de ces gens, c'est d'arrêter d'en parler. En fait. Arrêter d'en parler, il n'y a pas de pensée, donc c'est une savonnette en fait. Tu l'attrapes, il va rien se passer en fait. Tu peux pas contredire quelqu'un qui pense pas. C'est ce que je veux dire. Par contre, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais et même sur le fait que des gens extrêmement compétents soient heureusement présents tant au niveau des instances qu'au niveau même médiatique. À la DTL, pas à la DTL, il y a non, mais même dans coulisses ou ailleurs, même médiatiquement. Même médiatiquement, c'est vrai qu'on parle de Domenech, ont d'autres qui ont toujours un micro dans les médias et ils peuvent toujours s'exprimer. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'au-delà des médias mainstream comme Canal ou l'Équipe, sur Internet ou ailleurs, on a des centaines de milliers
enfin pas des centaines de milliers, on a des centaines de médias alternatifs qui proposent des choses qualitativement très intéressantes. Bien sûr, il y a une grande compétence football. Je pense que la culture football en France, elle existe. Elle existe, elle a progressé depuis l'avènement d'Internet. C'est un des rares domaines, je crois, où les réseaux sociaux ont peut-être apporté un degré de connaissance supérieur. Je crois qu'en football, tout le monde est devenu meilleur en tactique, en histoire du football. En économie du football, en histoire du football, bien sûr. Et ça a été la grandeur d'Internet face à ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas vu du tout passer ce train-là, ce qui a permis aux autres d'exister. Et donc, je souhaite à tous les médias alternatifs que les médias mainstream ne se modernisent jamais, parce que ça leur permet de continuer à progresser. L'évolution, ils vont la subir. Et c'est pour ça que je te parlais des maisons de disques. Les maisons de disques, c'était pareil. Les maisons de disques, c'était exactement pareil. C'est des gens en majesté qui arrivent dans les médias et qui, d'un seul coup, en 6 mois, 1 an, ont toutes mis la clé sous la porte. Donc moi, je pense qu'on va avoir un phénomène qui va être similaire. Et c'est pour ça que je suis persuadé que le seul modèle économique possible, c'est le modèle de l'OTT, parce que c'est le seul qui économiquement a fait ses preuves dans notre domaine. Alors, il y aura peut-être moins. Effectivement, la répartition des droits sera pas la même. Il y aura peut-être moins d'argent, en tout cas dans les premiers temps, effectivement. Mais il y en aura. Il y aura une nécessaire adaptation de toute façon. Il faudra s'adapter à un nouveau modèle. Il faut que les clubs s'adaptent, il faut qu'on s'adapte dans le storytelling, il faut qu'ils s'adaptent dans leur manière de réfléchir à leur propre identité, il faut qu'ils s'adaptent au niveau du jeu, il faut qu'ils s'adaptent au niveau du public. On peut plus dire maintenant, en 2021, on s'en fout du public. Un entraîneur n'a pas le droit de dire ça. Même s'il le pense, il n'a pas le droit de dire ça, parce qu'il contribue à dévaloriser son produit en faisant ça. Donc, il se tire une balle dans le pied en faisant ça. Ouais, il ne sait pas qu'on n'a pas même plus le droit de le dire, c'est pas la police de la pensée, c'est qu'on n'a même pas le droit de le penser. C'est-à-dire que penser ça, si tu penses ça, ça sert à rien de faire du football professionnel. Il faut faire autre chose, faire de l'aviron, il faut faire d'autres choses. Si tu penses que le public n'est pas nécessaire pour exercer ton métier et qu'on s'en fout de ce que pense le public, qu'on s'en fout du plaisir du public, tu n'as rien à faire dans le football professionnel. Et c'est ça qu'il faut dire. Et c'est ça, c'est le message de la Ligue. C'est ça qu'il faut expliquer. Mais l'expliquer, pas l'asséner comme ça, en disant ouais, le public avec le même dogmatisme qu'utilisent les autres pour le contredire. Non, expliquer pourquoi c'est nécessaire. Et on le voit bien que c'est nécessaire. On est tous prêts à payer pour que le football existe. On n'est pas prêt à payer n'importe quoi et n'importe quelle somme. Voilà. Et on nous prend un peu pour des jambons et ça devient vraiment fatigant. À aucun moment, à aucun moment, le consommateur, le fan, l'amateur, à aucun moment, personne ne parle en son nom. Personne. Jamais. C'est hallucinant. Même les automobilistes sont mieux défendus que les amateurs de football. Je veux dire, c'est hallucinant en fait. Et je trouve ça invraisemblable qu'il n'y ait personne pour incarner ce discours-là. On en avait parlé avec le député Cédric Roussel de ce sujet-là en particulier. Et justement, moi je l'avais dit ça. Je l'avais dit là, effectivement, le politique peut intervenir. Là, il est dans son domaine. C'est son domaine, ça, l'intérêt général. C'est pas d'aller faire la compo ou décider qui va être président de club. Non, c'est de dire voilà, il y a un intérêt général à préserver. Voilà. Donc après, on va essayer de le définir ensemble. Mais il est là le politique, il sert à ça le politique. Et encore plus, a fortiori, un député, parce qu'un député n'a pas vraiment de pouvoir normatif. Enfin, c'est pas lui qui fait la loi. Il contribue à la faire. C'est pas lui qui la décide. Mais c'est pour ça qu'il a un interlocuteur intéressant, parce qu'il n'a pas véritablement de dernier mot. Donc il est là simplement pour la concorde, pour qu'on soit capable de se mettre d'accord autour d'une table. Ça sert à ça. C'est ça la démocratie libérale, c'est ça notre modèle politique. Donc, je ne comprends pas qu'on arrive avec des espèces d'idées, avec des types comme Domenech, Quillot, qui débarquent de nulle part, qui n'assument jamais rien. Enfin, c'est invraisemblable. L'interview de Quillot dans les 20 minutes, elle est scandaleuse. C'est scandaleux ce qu'il dit. Scandaleux. Ah, oui. C'est la faute des autres. Ah ben non, on m'a pas compris. Voilà, merci, faut que j'y aille, j'ai un train. Quoi. Non, mais je trouve ça incroyable. Non, mais comme là, je vois Raziel t'applaudit, moi aussi, si je pouvais envoyer des émoticônes, je t'enverrais des émoticônes d'applaudissements parce que je bois tes paroles. Je suis à 100 000% d'accord avec toi. Mais c'est juste ça, en fait. Notre boulot, c'est de rappeler des évidences. Beaucoup à penser comme toi. Rappeler les évidences. Et moi, je ne suis pas du tout un révolutionnaire. Je ne suis pas du tout là pour mettre par terre le système. Pas du tout. Je pense que le système, il a plein d'avantages, plein de choses intéressantes, mais que ça suffit d'être gouverné par la bêtise, quoi. Enfin, c'est une définition de Deleuze, c'est la définition de la philosophie. Oui, c'est une seule fonction de la philosophie, c'est résister à la bêtise, résister à la vulgarité. Il dit, il ne faut pas que tout le monde fasse de la philosophie. Il dit, c'est la seule l'idée qu'elle existe qui empêche les gens de dire n'importe quoi. Ben, ce serait bien qu'on fasse un petit peu de philosophie à la Ligue et qu'on arrête de dire n'importe quoi. Ouais, ça serait bien. C'est possible. Non, mais
Je suis là pour ça, il y a d'autres gens qui sont là pour ça, et il y a plein de textes qui existent. Ça ne demande pas un gros effort, ça demande juste d'arrêter de céder aux sirènes confortables, séduisantes, des idées reçues et des préjugés. On raisonne que par dicton, en fait. Dès que tu entends un dicton, ça veut dire que c'est qu'on n'a pas réfléchi. Et on raisonne que par dicton dans le football français, sans arrêt. Les dictons, dans le même point de vue tactique, les temps forts, les temps faibles, une espèce de concept que personne n'a véritablement défini, on ne sait pas bien de quoi on parle, mais ça permet de faire avancer la discussion. Voilà. Moi, je suis un pragmatique, il n'y a que le résultat qui compte, ou alors, il n'y a pas besoin de garantie, qui demande de garantie de nos jours, une espèce de procédé fallacieux. Tu sais qu'au moment où ça arrivait, ça, et que dans la presse... incroyable. En plus, c'est faux. Attends, mais tu sais que j'ai. En plus, c'est faux. En plus, c'est faux. Et j'ai eu directement, j'avais déjà dit sur ce live, j'ai eu directement des dirigeants du foot français, mais plutôt assez bien placés, qui, je ne sais pas comment, ont réussi à choper mon numéro de téléphone et m'ont appelé, m'ont envoyé des messages WhatsApp pour me dire ce que vous avez dit est faux, ce n'est pas obligatoire et personne dans l'histoire n'avait jamais demandé et exigé des garanties financières. Non mais. Qui croit ça, en fait? Qui croit que personne dans l'histoire, mais quelles sont tes sources dans ce cas-là? Bon, c'est Jacques-Henri Hérault qui me l'a dit, je balance. Oui, non, mais tes sources à toi, certainement. Mais les sources de la personne qui dit ça, personne dans l'histoire, c'est-à-dire, l'histoire de où? Soyons rigoureux. C'est-à-dire, tu l'as lu dans aucun livre. Comment tu sais? Tu as lu tous les livres? Non. Donc déjà, première question, non. Ensuite, deuxièmement, l'histoire des droits télé, ça sort où, en fait? C'est vu où? C'est publié où? Par qui? Dans quelles circonstances? Mais oui, en plus, il n'y a rien d'écrit, c'est du commerce, et ensuite, si on veut simplement parler de rationalité économique, c'est pas vrai que sur n'importe quel deal, il n'y ait pas de garantie bancaire. C'est pas vrai. Et en plus, le pire, c'est qu'ils l'avaient, mais ils se sont fait arnaquer. Il avait été signé, enfin, c'est pas une garantie, mais c'était soi-disant l'actionnaire chinois qui se portait garant. Mais voilà. Tu sais, quand tu veux croire n'importe quoi, tu crois n'importe quoi. Bon, Thibaut, j'aurais voulu parler encore 2 heures avec toi. Justement, il y a Consciencieux qui le dit. Thibaut aimerait discuter encore 2 heures avec toi. Pierre Froide, on est là pour discuter. Hein. En plus, Thibaut. Oui, c'est vrai que moi, je reconnais avec Pierre Froide qu'il y a un côté un peu arrogant dans la manière de m'exprimer là-dessus, mais parce que je vais vite. Mais ça vient d'un certain nombre de travail de recherche. Donc, j'essaye de ne pas paraître arrogant, mais c'est le problème quand on essaye de conceptualiser et qu'on essaye de prendre la chose au sérieux, c'est qu'on est obligé à un moment de dire qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses fausses. Ça s'appelle le jugement. D'accord? Et c'est le principe de rationalité. C'est pas vrai que tous les avis se valent. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il y a des gens qui en savent plus que d'autres. À Nounas, hein. Voilà, c'est pas vrai. Mon chien pense a peut-être une opinion sur les croquettes. Bon, il est peut-être une opinion plus éclairée que la mienne sur les croquettes. Bon, je veux dire, c'est pas vrai de dire que tout le monde a le même. Tous les avis se valent pas. Tout le monde a le droit d'en avoir un, mais tous les avis ne se valent pas. Et donc, s'il y a une arrogance, je suis désolé, mais je pense qu'il y a un moment nécessaire de dire les choses clairement, et d'arrêter de sombrer dans des poncifs qui nous contaminent et nous polluent depuis des années. Et le seul moyen, c'est de répondre droit dans les yeux, de leur dire, vous dites n'importe quoi, monsieur Kiyou. Voilà. Ouais, ça on aurait dû leur dire il y a très longtemps. Enfin bon, merci infiniment Thibaut, c'était super intéressant et on aurait pu en parler pendant encore 3 heures. Et je pense que beaucoup en... De toute façon... Donc Consciencieux, merci, c'est la citation de Mourinho, c'est celle qui est dans mon bouquin, ce n'est pas moi qui suis arrogant, c'est le monde qui est hypocrite. Voilà. On te retrouve, donc tu as dit, dans l'after la semaine du 14 juillet. Ouais, juste après l'Euro. Ouais. Donc l'Euro, c'est c'est lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi Alors pas 16. Le vendredi, parce que je rentre, mais du lundi au jeudi. Ouais. Et après, régulièrement à la rentrée. Ouais. De ma randonnée dans le sud de la France, j'essaierai peut-être de t'écouter. Le seul bouquin que j'ai à la maison, Football à la française, sinon le reste, ils sont à Saint-Malo, de Thibaut Leplat, et la revue de l'After, que je ne présente plus, que tout le monde connaît. Achetez-la, c'est un bon moyen de se mettre ensemble et d'essayer de faire peser un certain nombre d'idées. Et là où c'est très intéressant... Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais on est tous d'accord sur l'idée. C'est ça parce que souvent on me demande que... Et moi, ce qui au départ, a priori, m'avait un peu, pas interloqué, mais surpris, c'était que tu avais une succession d'articles où les gens n'étaient pas
totalement d'accord entre eux. Tu avais un moment, tu as un article qui prône les fonds d'investissement et à côté, tu as un autre qui va dire qu'en Allemagne, on est contre ces fonds-là et que c'est un modèle vertueux. Et à un moment, tu vas avoir, moi j'ai en tête Vincent Chaudel qui va parler de l'actionnariat populaire et de l'entrée en bourse des clubs européens, et moi qui vais dire qu'il faut plutôt imposer de la régulation. L'idée, c'est pas finalement qu'il n'y ait pas de cohésion dans l'ensemble, c'est que c'est des avis argumentés, réfléchis, mais des avis divergents. Ce qui permet le débat. Une chose est d'avoir un débat, et autre chose est de ne pas être en désaccord dans un débat, et autre chose d'être en accord sur le fait qu'il y ait un débat, qu'il puisse y avoir un débat. Et ce qui est très important, c'est qu'il y ait des espaces où il peut y avoir un débat, et ça, c'est la condition du débat. Il faut qu'on ait cet accord silencieux entre nous, pour ce terrain d'entente dans lequel on va dire oui. Il y a un certain nombre de règles qui vont s'imposer, dont notamment la règle de l'argument le plus fort, la règle du fait qu'on va essayer d'argumenter, la règle qu'on va essayer de convaincre. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la raison. Donc, on est d'accord sur le fait qu'on puisse discuter ensemble, et ça, c'est essentiel. Et c'est qu'on est d'accord sur le fait qu'on puisse discuter de football. Voilà, et ça, c'est très important, et c'est pour ça qu'il faut, quand il y a ces types de projets-là, c'est pour ça que moi, dès qu'ils m'en ont parlé, j'ai adhéré tout de suite, parce que je me suis dit que il fallait en fait des espaces où justement on puisse organiser le désaccord et qu'on puisse en tirer un certain nombre d'idées à la fin qui vont permettre de nous faire progresser tous. Voilà. Bon, ouais. Et BR 7544 ou 7544, il faut absolument poursuivre ce débat car il mérite d'être poussé plus loin. Mais ça, continuez à suivre Thibaut Leplat sur Twitter. Et Thibaut, tu seras sur l'after en juillet, donc j'imagine qu'il y aura encore des discussions à ce sujet. Et tu seras de façon plus régulière donc tout au long de l'année prochaine, la rentrée prochaine. Merci encore d'avoir été là. Merci à tous. Merci à toi, Pierre. De nous avoir écoutés et d'avoir interagi. Pronostic pour l'Euro, en fait, je t'ai pas posé la question. Oui, je sais pas. Voilà. La France, évidemment. Est-ce que tu aimerais d'ailleurs que la France de Didier Deschamps remporte le mondial et l'Euro? Ça dépend comment elle joue. Comme ça, on n'arrêtera pas de te dire, Monsieur Leplat, vous critiquez l'équipe de France, mais elle est championne du monde. Oui, mais si elle est capable de produire quelque chose et elle est capable de nous emmener ailleurs que dans le pragmatisme, ouais, bien sûr, je serais le premier à le reconnaître. C'est pour ça que j'étais très heureux du retour de Benzema. Tu es pour la victoire du beau jeu. Je suis pour le football. Pas la victoire à la grecque 2015. Je pense que quand tu es champion du monde et champion d'Europe, justement, ça oblige. Ouais. Quand tu es 2 fois champion du monde, tu ne peux pas te permettre de gagner de la même façon que la première fois. C'est vrai, on est entièrement d'accord. Bon, merci et merci à toi. Merci à toutes et à tous. Je vais pouvoir partir en soirée et écouter Maxime Sada à côté sur l'after. Ouais. À très bientôt. Moi, demain, j'accueille Pierre Maes sur les droits de TV toujours, parce qu'on devrait avoir des... moi, je vous le dis, je te le dis à toi et je vous le dis aux autres, j'ai eu des échos comme quoi vendredi, la conclusion sort. La conclusion de conclusion des droits, diffuseurs, Canal+, Beansport, DAZN, Amazon. Moi, je vais te dire ce que je pense, que c'est une position de négociation et que la négociation ne fait que commencer. Et c'est une grande classique des négociations. J'ai eu la chance de participer. Ça fait un mois que c'est comme ça. Moi, on m'avait dit fin avril. J'ai eu la chance de participer à des négociations à la Commission européenne et au Conseil européen. Je peux te dire que convoquer la presse, c'est quelque chose qui est très fréquent et que tu fais au départ pour exprimer tes lignes rouges. Tu fais ça comme ça, les lignes rouges sont claires. Depuis et comme le mois d'avril, on nous annonce en négociation. Moi, j'ai tendance à penser que ça va se décider la dernière semaine, parce que c'est le seul moyen d'arrêter une négociation, c'est quand les gens ont faim, soif, quand tu as mis du chauffage. Et voilà. Moi, ou alors je pense, mais je me trompe peut-être. Je ne suis pas un spécialiste, c'est toi le spécialiste de ces. Moi, je suis en aucun cas à ce niveau-là. Simplement, moi, j'ai eu des échos hier et avant-hier de gens plutôt bien informés de la chose. Qui m'ont dit que fin de semaine, ça allait se décanter. Oui, qu'ils allaient faire éventuellement une offre chiffrée, mais alors voilà, de là à ce que la Ligue n'est pas tenue d'accepter. Ouais. C'est une offre. Voilà. Ouais, bon. C'est du tennis. Hein, tu sais, comme il n'y a pas de médiateur, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps, mais jusqu'à il y a péril dans la demeure quand même. Mais l'intérêt de Canal, c'est d'attendre. De toute façon. Bon. En tout cas, on verra la suite. On se tient au courant, on reste informé, on reste connecté. Merci à toi, Thibaut. Très, très bonne soirée. Et merci à toutes et à tous d'avoir été là. Profitez bien des terrasses. Exactement. Et bientôt des discothèques. Ouais. Le 21 juin aussi, le 21 juin. Allez, ciao. À toutes. Ciao.